connais cette boule au ventre qui se ressent en pensant à l'avenir? Tu n'es pas seul. Une étude publiée dans The Lancet Planetary Health montre que 75% des jeunes trouvent l'avenir effrayant. Et en France, plus de 4 millions de personnes vivent une forme d'éco-anxiété sévère. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On peut commencer par en parler. Balance ton flip, c'est un programme conçu par Make Sense et On est prêt pour créer des espaces où cette angoisse devient un point de départ. Des cercles de parole, des temps de méditation, des rencontres où on peut déposer ses émotions, créer du lien et se remettre en mouvement. Les groupes sont gratuits, en ligne ou en présentiel, et 2 fois par mois. Toutes les infos sont dans la description. Ce programme est cofinancé par le Fonds Nouveau Monde, qui soutient cette saison de Nouvel Œil. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Il y a des endroits de telle fatigue qu'il y a un moment, je crois qu'on n'a plus le choix. Il y a tellement justement cette question de la santé mentale qui se pose que de revenir à des temps de silence, petit à petit, c'est vital en fait. C'est pas un choix, c'est pas une histoire de courage. Je crois qu'à certains endroits, c'est vraiment une histoire de survie. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Face à un monde de plus en plus matériel qui impose à chacun de s'oublier pour être plus performant, certaines créations portent en elles une résistance contemplative. Soisic Michelot résiste en tissant des mots avec le silence. Pour elle, la beauté est relationnelle et il faut une disposition de l'esprit pour percevoir l'art. Cette disposition, elle se modèle, se précise, se travaille, un peu comme un muscle. Et les mots de Soisic nous aident à cela. Ils s'inscrivent dans une tendance plus large d'émergence d'une nouvelle conscience et d'un autre rapport au monde. La parole de Soisic est juste, choisie, fine, pour finalement nous donner les clés de compréhension d'une nouvelle sensibilité spirituelle et imaginer un monde nouveau. Alors comment trouver une place dans nos sociétés en mutation? Comment être humain parmi les vivants? Pourquoi est-ce si essentiel de transmettre la pleine conscience dans nos sociétés aujourd'hui? Sommes-nous en crise de sensibilité? C'est autant de questions qu'on se pose aujourd'hui avec Soisic. Avec elle dans cet épisode, on parle de beauté, d'art et de santé mentale. J'espère que cette écoute t'invitera à renouer avec le sensible. Tu es prête? Non. Mais c'est ça qui est bien. Je crois que c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là. C'est vrai? Oui. Non, je suis pas prête. On y va quand même? Bah bien sûr qu'on y va. C'est parti. Ouais. Bonjour Soisic. Bonjour Victoria. Merci de m'accueillir chez toi, je suis ravie de te rencontrer. Ouais, avec plaisir. On s'était croisés il y a 1 an aux rencontres vivantes, mais là on se rencontre vraiment et c'est une joie, tout ce que tu partages et tout ce que tu émanes, ça résonne beaucoup. J'ai tout juste terminé ton livre Les tisseurs de silence et chaque mot m'a bluffé. J'étais là, mais c'est d'une profondeur, ça m'a fait beaucoup de bien, donc merci pour ce que tu partages. En quelques mots, toi, tu enseignes la méditation de pleine conscience auprès du grand public, à la fac et à l'hôpital aussi, en faisant notamment le lien entre l'art et la méditation. Parce qu'au final, les deux ne sont pas si éloignés, on va en parler aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais te demander comment est-ce que tu te sens ce matin? Je me sens... Comment je me sens? C'est une bonne question, tiens. Tranquille. C'est important de le dire parce que c'est loin d'être toujours le cas. Tu as médité ce matin? Ouais, j'ai médité, puis il y a eu un temps de... Tu sais, j'ai des temps de retrait un peu incompressibles, tu vois, où je prends du temps pour étudier, et ce matin, j'ai eu le temps de faire ça. Tu étudies des textes? J'étudie depuis 25-26 ans un truc qui s'appelle le Dharma, à savoir l'enseignement du Bouddha. Mais j'essaye de voir ce qui signifie en 2025 et surtout, j'essaye de pas l'aborder de façon trop intellectuelle. J'essaye de voir un peu la résonance dans ma propre expérience. Et ce qui est étonnant, c'est que ça fait 25 ans que je les connais par cœur. Et ça fait 25 ans qu'à chaque fois que
je reprends ces enseignements-là, j'ai une espèce de, tu sais, d'éclat, quoi, de curiosité renouvelée à chaque fois. Mais donc, tu te prévois des créneaux journaliers où tu vas lire des textes, écouter des vidéos? Comment ça Ouais, se je fait? prévois des créneaux journaliers. Alors, ça peut être un peu éloigné. Tu vois, là, par exemple, j'étudie beaucoup les philosophes du vivant, puis les philosophes qui sont liés à l'écologie profonde, qui viennent d'ailleurs puiser dans ce corpus philosophique-là. Donc, quand je te dis étudier, ça peut être Arne Naess, ça peut être Joanna Macy, ou ça peut être Baptiste Morisot. Enfin, Tu nous as parlé d'écologie profonde. Je rebondis là-dessus. C'est quoi pour toi? l'écologie profonde, c'est quand même, ouais, c'est un courant, on peut dire, qui est né dans les années 60-70. Mais pour le dire très simplement, c'est une perspective de l'écologie qui nous dit qu'on ne peut pas faire l'économie d'un regard sur soi, en fait. C'est quelque chose qui nous dit que, bien sûr, on peut envisager l'écologie du point de vue des solutions, et c'est hyper important, mais qui nous invite à regarder les racines, les causes profondes des effondrements divers qu'on rencontre aujourd'hui. Et en même temps, c'est pas né de nulle part. C'est né dans l'esprit des humains, c'est né dans nos tendances, c'est né dans nos avidités diverses et variées. Donc c'est une écologie qui dissocie pas l'intérieur et l'extérieur, qui fait pas de différence entre les deux. Et ça, tu arrives à très bien le démocratiser. C'est aussi pour ça que j'avais à cœur de tendre le micro, parce que tu en parles très très bien. Avant toute chose, je vais te poser la question d'introduction du podcast. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui, Swazik? Quand j'ai vu cette question, je me suis dit, cette question de ouf. Je sais pas très bien répondre à ça, parce que je sais pas si j'apprends. Vraiment, honnêtement, je pense que je réapprends. Tu vois, pas plus tard que ce matin. Je pense que je réapprends. Je pense que je désapprends. Je pense que je déconstruis. C'est peut-être plus ça la perspective. Il y a cette phrase là que tu sais, ça m'est venu à l'esprit de Sagan qui dit il n'y a pas d'âge pour réapprendre à vivre. On dirait même qu'on ne fait que ça toute sa vie. Repartir, recommencer, respirer à nouveau, comme si on n'apprenait jamais rien sur l'existence. Je me sens assez proche de ça. Tu vois, je peux pas. Ça me paraît très définitif de dire qu'est-ce que j'ai appris, parce que en fait mes apprentissages ils sont mouvants. Je les remets en question. Ils me remettent en question. C'est ambivalent, c'est de pas prendre la vie trop au sérieux, ou s'il y a un truc à pas prendre trop au sérieux, c'est ce que je crois avoir appris, quoi. Tu vois, c'est quelque chose comme ça, parce que mes compréhensions ou mes certitudes, elles sont en mouvement. C'est du mouvement, c'est de la matière. Et si la vie m'apprend quelque chose, c'est à accueillir l'imprévisible. Et l'impermanence aussi, au final. L'impermanence, bien sûr, l'incertitude. Je crois que c'est ça que j'apprends. Il y a cette phrase de Kant qui dit que on mesure l'intelligence. Alors c'est un mot que j'aime pas, l'intelligence. Je crois que je préfère le mot sagesse, mais qu'il y a un truc comme on mesure l'intelligence à la quantité d'incertitude qu'on est capable de supporter. Donc c'est peut-être quelque chose comme ça que j'apprends. C'est à faire avec la quantité d'incertitude, à surfer avec ça. Puis en même temps, quand je dis pas prendre la vie trop au sérieux, en même temps, d'un autre côté, je prends ça très au sérieux, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, le vivant. Il n'y a pas de bonheur personnel durable sans la préoccupation du bonheur interpersonnel, que c'est deux choses qui se donnent la main. Puis c'est pas, quand je dis ça, c'est pas une espèce de pensée altruiste ou d'injonction altruiste, c'est plutôt le fruit d'une compréhension expérientielle que soi et l'autre, c'est le même tissu, c'est le même corps. C'est ça, en fait, prendre soin de moi, d'une certaine façon, c'est prendre soin d'une partie du monde, et puis prendre soin du monde ou de l'autre, c'est prendre soin de moi. Donc, quand est-ce que tu l'as compris, ça ? Intellectuellement, je l'ai compris très, très vite, très tôt, parce que j'avais 21 ans quand j'ai découvert la méditation et le corpus philosophique qui va avec. Mais quand je te disais je réapprends, c'est vraiment quelque chose que j'incorpore au sens littéral, que je mets dans mon corps, que je mets dans mon expérience, que je vérifie que je ne cesse de vérifier par l'expérience. Puis ça ramène à une forme d'humilité aussi, de se dire que ce que tu as compris hier, c'est pas forcément ce que tu en tires comme vérité aujourd'hui. Ouais, bien sûr. L'humilité, je sais pas si je peux dire ça, tu vois, j'aimerais bien tendre à ça, mais c'est compliqué ce sujet-là. Quand tu avais 20 ans, tu as fait des études d'histoire de l'art, de littérature et de cinéma. Comment est-ce que tu imaginais ta vie future à cet âge-là ? Ouais, j'ai fait des études d'histoire de l'art, cinéma. Enfin, j'avais l'impression que c'était la meilleure façon de me relier aux humains, d'être proche de
des humains, des questions éthiques, existentielles. Mais en fait, ce qui m'intéressait dans la perspective artistique, c'est que c'était pas qu'intellectuel, qu'il y avait une dimension sensible. Et en même temps, dans cet environnement-là, tu vois, à la fois la philo, l'environnement artistique, tu sais, j'avais toujours un manque. Il y avait un truc, ça me paraissait soit trop intello, soit trop mondain. Je crois que quand j'avais 20 ans, franchement, j'imaginais pas ma vie 20 ans après. C'était une question de mes darons, ça. Tu vois. Je crois que je raisonnais plus en termes de tiens, à quel endroit je me sens vivante. C'était plus ça, ma perspective. Et puis, je crois que ça reste assez vrai. Et à ce moment-là, aujourd'hui. c'était quoi qui te faisait sentir vivante ? Je sais pas très bien répondre à cette question. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 20 ans en arrière, j'imaginais absolument pas que l'enseignement allait prendre autant de place dans ma vie. Tu sais, j'ai rêvé de plein de choses. J'ai rêvé de cinéma, j'ai rêvé d'art, d'écriture. Mais en fait, je crois que d'une certaine façon, sans me le représenter, j'imaginais un peu une vie comme j'ai aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire une vie de recherche avec beaucoup de silence, beaucoup d'intensité, de liens, de sensibilité, d'art, d'amitié. C'est pas, je pense, vraiment séparé de ce que je me représentais plus jeune. Et je crois que la pratique de la méditation et son enseignement, pour moi, c'est une façon de réunir des domaines qui me sont chers. Parce qu'à partir du moment où on étudie la conscience, où on étudie le sensible, c'est arborescent. Donc ça permet d'aller vers la santé, ça permet d'aller vers les sciences, ça permet, en fait, il y a des zones d'indivision, tu vois. Et ouais, ce que j'imaginais pas en revanche quand j'avais 20 ans, de façon certaine, c'est le bordel dans lequel on est aujourd'hui. Je me représentais bien que ça serait pas facile, mais d'aucune façon je me représentais la dystopie dans laquelle on est aujourd'hui. Comment tu la décrirais, cette dystopie ? Wow. En quoi c'est un bordel pour toi ? Parce que pour certains, tout est en ordre. C'est assez factuel, quoi. Je vois la dystopie peut-être d'abord au niveau de l'effondrement de l'écosystème, quoi. Tu vois, on ne sait pas si nos mômes vont connaître, tu vois, enfin, une vision de la faune et de la flore qui est hyper détériorée. La santé mentale globale, c'est un vrai, c'est plus qu'un enjeu de société, c'est une hécatombe. Ouais, je crois que ça suffit déjà. Oui, c'est déjà bien costaud. La méditation, tu la pratiques depuis plus de 20 ans, toi. Comment est-ce que tu l'as découverte ? Alors, j'ai découvert la méditation à travers l'art. À travers l'art, parce que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la peinture, en fait, la philosophie bouddhiste ressortait un petit peu de partout de mes centres d'intérêt. Et puis, j'ai fini par m'y intéresser d'abord dans les livres. Et puis, comme je faisais des études de cinéma, j'ai un petit peu prétexté de ces études pour aller dans les monastères. En fait, je m'intéressais à la vie érémitique, à la vie retirée. Il y a quelque chose qui m'intéressait à cet endroit-là. Je voulais comprendre ce que ces gens cherchaient, si c'était vraiment des gens coupés du monde ou s'ils cherchaient une autre qualité de relation. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans un monastère bouddhiste. J'avais 20 ans. Et tu y as passé 7 ans. Et j'y ai passé 7 ans. Parce que, en fait, quand je suis arrivée dans ce monastère, ça a été un peu comme une révélation. C'est-à-dire, en fait, la première fois où j'ai fermé les yeux pour méditer, tout d'un coup, tu sais, j'ai eu vraiment ce sentiment de « Ah, je suis arrivée ». Il y a quelque chose qui s'est déposé où je me suis dit « Ah, juste en fermant mes paupières, en fait, il y a un univers infini. C'est vraiment the place to be pour étudier ce que c'est que la conscience, pour étudier ce que c'est que l'idée de moi, d'identité. C'est vraiment the place to be pour regarder c'est quoi une émotion, c'est quoi une pensée, comment tout ça s'articule. Et à la fois d'avoir cette intimité avec cet objet d'étude qui était en l'occurrence l'humain que je suis. J'avais vraiment ce sentiment que c'était aussi un moyen de comprendre les autres. Et puis dans la tradition dans laquelle je suis arrivée, ça c'est un peu un hasard, c'est qu'il y avait une retraite de 3 ans qui était présentée un peu comme un cursus d'études. Et là où je sentais des insuffisances dans des études de lettres ou de philo ou d'art, là je me suis dit ah ouais, là ça c'est pas des études académiques, ça va pas m'offrir de diplôme, il n'y a rien de validant, mais par contre je sens que c'est quelque chose qui va vraiment m'être utile et m'aider à vivre. Et donc quand il y a eu cette idée de retraite de 3 ans, tu sais, c'était un truc un peu intuitif, mais c'était évident que j'allais aller dans cette direction et que j'ai, voilà. Et donc j'ai passé 7 ans, parce qu'il y a eu 4 ans un peu de préparation,
vie de la communauté, où c'est un mélange de vie, où il y a des temps où on travaille en fait pour la communauté. C'est aussi des temps de rencontre, parce que c'est un foisonnement humain avec des humains qui venaient de partout. Et puis des temps d'études et bien sûr de pratiques méditatives. Donc effectivement, ouais, j'ai passé 7 ans dans un monastère. Et les premières fois où tu méditais, est-ce que c'était inconfortable, là où bien souvent on a envie de commencer à méditer, mais comme on ne sait pas faire, que c'est quelque chose de très personnel et de très intime, on ne sait pas trop par où commencer. Est-ce que toi, dès tes premières méditations, tu sentais que waouh, c'était fluide? Non, fluide, c'est pas le mot. Fluide, c'est pas le mot. Ce que je peux dire, c'est que je voyais qu'il y avait de la profondeur de champ, qu'il y avait une autre perspective sur, une autre perspective sur le self, sur le soi, et que ça, c'était très ouvrant, que c'était très spacieux, même si j'y touchais pas vraiment. Mais il y avait comme j'aime pas ce mot-là, mais il y avait comme une intuition. Mais non, moi, ce que j'ai découvert, tu sais, c'est le truc classique, hein, j'y ai pas échappé. On arrive avec des idées de calme, de relaxation, puis en fait, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est le foisonnement mental, c'est vraiment la rencontre avec l'esprit, c'est quelque chose d'assez, avec l'esprit pensant, c'est quelque chose d'assez violent, en fait. Donc, avec la turbulence, les ruminations mentales, avec cette espèce d'esprit inarrêtable. Donc, non, au départ, c'était pas du tout quelque chose de fluide. Et puis en plus, c'est la méditation, à mon sens, c'est un des rares endroits où on peut pas mentir, ou pas longtemps. Donc ce qui est planqué sous le tapis, ça a tendance à assez vite ressortir. Et donc, il y avait aussi des découvertes très inconfortables sur mes fonctionnements émotionnels, mes tendances et mes égoïsmes, mes attachements multiples. Donc non, c'était loin d'être le confort. Et au final, qu'est-ce que tu y as appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Peut-être un truc, c'est que j'ai appris que je pouvais pas avancer en étant morcelée. Que la vie méditative, ou faute d'autres mots, la vie spirituelle, c'est ce que je te disais juste avant, je pouvais pas laisser des parties de moi de côté. D'une certaine façon, c'est d'avancer groupé. C'est pas très joli, mais c'est un peu ça. Que cette vie méditative, elle embarque toutes les dimensions de la vie, c'est-à-dire la vie matérielle, l'argent, le corps, la sexualité, la vie affective, les lumières, les ombres, et tout ça, ça embarque aussi les dimensions existentielles, politiques, sociales, artistiques. J'ai appris ça. Et après, c'est assez étonnant, mais j'ai pas appris. 7 ans de vie dans un monastère bouddhiste, j'ai appris beaucoup de la désillusion, pas du désespoir, hein, mais de la désillusion. En même temps, j'étais ultra perchée, donc il fallait que je tombe de quelques étages. Ouais, j'ai appris que les disciples sont parfois plus sages que les maîtres, pas toujours. J'ai appris que la sagesse, elle est souvent discrète, que j'ai vécu aussi pas mal de désillusions à l'endroit de mes attentes sur cette institution, tu vois, que je sacralisais un peu. Donc j'ai désacralisé beaucoup. C'est pour ça qu'au bout de 7 ans, tu as eu envie d'arrêter? Ouais, c'est notamment oui, bien sûr. C'est aussi pour ça, parce que j'ai désacralisé. Puis j'ai appris aussi en positif. J'ai appris beaucoup à la fois de moi, d'une connaissance intime de ce que c'est qu'un esprit, de comment ça fonctionne, connaissance intime de mes émotions. Je crois que j'ai appris des trucs très simples. J'ai appris à écouter. Puis j'ai pas fini. J'ai appris la douceur, alors pas tellement au monastère, c'est plus après que c'est venu, mais c'est quand même très lié à j'avais une relation quand même assez violente, très jugeante, très auto-harcelante. Envers toi-même? Envers moi-même, ouais. Et puis pas que. Hein. Puis ce que j'ai appris, puis ce qui reste assez pérenne, mais c'est pas très facile à dire, c'est ce que j'ai appris, c'est que j'avais qu'une vision du self, du soi, très psychologique, très narrative. Et puis la pratique, l'expérience de la pratique, ça m'a fait expérimenter que il y a cette dimension, tu sais, il y a Victoria, il y a Swazik, on est 2 êtres différenciés, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas le même ADN. Et puis en même temps, qu'il n'y a pas que cette dimension psychologique, qu'il y a aussi une dimension qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus interdépendante, qui est beaucoup moins un soi, une vision du soi qui est beaucoup moins agglomérée, qui est beaucoup moins égocentré, beaucoup moins anthropocentré. Et ça, pour moi, ça a été... c'est très libérateur. J'étouffe dans la dimension d'un self uniquement narratif, psychologique, séparé. Et ça a été très apprenant. Et clairement, c'est quelque chose qui m'aide à vivre. Je pourrais presque dire à survivre. Et c'est aussi une des clés fondamentales qui t'a fait comprendre que c'était peut-être
le vecteur de transformation sociétale aujourd'hui. Et donc, de ces apprentissages, quand tu es rentrée, tu as eu envie de les transmettre, de les enseigner. Alors, quand je suis sortie de tout ça, c'était quelque chose de très discret, tu vois, c'était mon intime. Et quand je suis sortie de ces années au monastère, ce qui était, tu sais, quelque chose d'assez fluide pour le coup à cet endroit, parce que pour moi, en fait, la pratique, elle a montré que dans mes intentions, il y avait quelque chose qui était très juste. Et elle a montré aussi qu'il y avait de la fuite, que je fuyais mon corps, que je fuyais le monde, que je fuyais le fait de prendre ma place. Tu sais, j'avais envie de garder le même engagement, de voir comment je pouvais suivre cette éthique de vie, en allant, comme on disait au monastère, dans le monde, tu vois, dans le grand monde. Mais mon engagement, il n'a pas changé, il est resté exactement le même. Et au départ, j'avais pas du tout l'intention d'enseigner, tu vois, c'était vraiment quelque chose qui me paraissait tout complètement hors de portée. Et alors, comment tu as vécu cette période de transition entre le moment où tu es rentrée et le moment où, après, plus tard, tu t'es mise à enseigner? Est-ce que le monde n'a pas été trop violent? Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est tout le temps la question qu'on me pose. Mais en fait, la vie de l'esprit, d'être face à son esprit quasiment H24 en retraite de 3 ans, l'esprit, c'est quelque chose d'hyper dynamique et possiblement assez violent. De voir toutes ces émotions, tous les rouages de l'ego, et puis de vivre ça en communauté. C'est une tradition qui est vraiment... moi, la retraite, je ne l'ai pas faite seule, hein, ça se réalisait en groupe. Et c'est un point qui est hyper important parce qu'il y a évidemment beaucoup de temps de solitude, mais entre les temps de solitude, on est en groupe. Et puis quand tu retournes... Et puis c'est un micro-monde, en fait, qui se reproduit avec toutes les émotions possibles, tu vois, les amitiés, les haines, les inimitiés, les jalousies, toutes les luttes possibles. Et en fait, quand je suis sortie de retraite de 3 ans, j'ai rarement eu l'esprit aussi souple. Ça n'a pas duré hyper longtemps, mais aussi flexible, de jouer. On disait, dans la tradition, on dit de jouer avec la manifestation. Mais j'avais vraiment cette dimension ludique. Donc, quand je suis sortie de retraite, c'était très fluide. Et puis, il se trouve que la première fois où j'ai allumé la radio, après 3 ans de retraite, je suis tombée sur Christophe André qui parlait de la méditation à l'hôpital. Et je trouvais ça super intéressant de là où je venais, de voir, tiens, comment on peut enseigner la méditation en secteur hospitalier pour améliorer la qualité de vie des patients. Parce que l'hôpital, c'est un des rares endroits qui est encore à peu près démocratique, où on est quand même relativement égaux face à la maladie et la mort. Et donc, c'est un haut lieu de vulnérabilité, c'est un haut lieu vraiment de l'essence de la condition humaine. Je trouvais ça super intéressant comme proposition. Puis ça a transité comme ça, tu vois, petit à petit, je me suis formée aux approches laïques de pleine conscience. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. Pourquoi pour toi, aujourd'hui, c'est si essentiel de transmettre la pleine conscience dans la société? Aujourd'hui, c'est vraiment un truc, j'en démords pas. Dans le contexte actuel, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, cette dystopie, les effondrements, je pense vraiment que la méditation, elle a un rôle fondamental à jouer. C'est un moyen de resensibilisation, la méditation. Je pense aux philosophes du vivant, je pense à Baptiste Morisot qui rattache les effondrements à la crise de la sensibilité, mais il y en a d'autres, Hartmut Rosa qui parle de la crise de la résonance. Je pense à Descola qui place en fait une des causes des effondrements dans la séparation entre nature et culture, c'est-à-dire cette conception qu'on est des êtres individuels séparés de tout ce qui n'est pas moi. Pour Descola, il y a une grande partie des problèmes, ils viennent de cette vision qui sépare l'humain de son milieu d'existence. En réalité, sans notre milieu, on est notre milieu. Et sans notre milieu, on ne survit pas. Et précisément, le mot ignorance dans le bouddhisme, il a un sens très précis. Le mot ignorance, c'est la négation de la loi de l'interdépendance. Et tout le propos de la méditation, il est sur cette interdépendance. Donc, pratiquer la méditation, c'est vraiment de façon expérientielle. On touche à un changement de perspective sur le soi, sur la nature de l'identité. Il y a une reconfiguration de l'identité. Donc ça me paraît essentiel, la méditation aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit, pas comme un outil de bien-être personnel, mais comme un outil de transformation culturelle. Pas un outil qui transforme le self, qui renforce le sens des séparations, le sens de l'identité, mais au contraire qui l'élargit. Et je vais le dire avec mes mots, mais souvent c'est associé à un truc de développement personnel qui reproduit des logiques très néolibérales, très performatives, qui viennent faire peser sur l'individu le poids de sa santé mentale,
avec une espèce de méritocratie, c'est un peu en mode quand tu veux, tu peux, avec une espèce de responsabilité, d'injonction de si tu veux être heureux, tu peux l'être, dans un monde qui est complètement fucked up. Et donc, évidemment, en fait, on vit une époque qui génère de la maladie de façon assez systémique. Or, la méditation, c'est précisément un objet de transformation culturelle. Cette modalité de sensibilité, elle a vraiment son rôle à jouer dans la crise qu'on vit aujourd'hui, les crises qu'on vit aujourd'hui. Puis pour le dire très simplement, je crois qu'on n'a plus beaucoup d'espace de réflexivité. Ils sont devenus très rares. Je crois qu'on a fondamentalement besoin de temps d'arrêt. On a besoin d'espace de cerveau disponible. Je pense que les intelligences, elles sont menacées. L'intelligence intellectuelle, elle est menacée, mais l'intelligence du sensible, toutes nos modalités de préhension, elles sont très affaiblies. Et c'est intéressant parce que, tu vois, l'ONU vient de décréter une journée mondiale de la méditation. Oui, la santé mentale est reconnue grande cause nationale en 2025, là, cette année. Absolument. Et à l'ONU, ils ont même créé des salles de silence et des salles de méditation comme lieu pour prendre comme facteur de décision éclairée. Donc je trouve que c'est intéressant. Je crois que Baptiste Morisot, il emploie l'expression, c'est une expression que j'aime bien, il emploie l'expression de déplacement de seuil. C'est-à-dire de reconfiguration de nos représentations individuelles et collectives. Et je pense que précisément la méditation, c'est un endroit de déplacement de seuil qui est hyper important. Et puis aussi parce que il y a plein de philosophes, ceux qui se rattachent à l'écologie profonde, Arnaès, Joanna Macy, d'une autre façon, John Kabat-Zinn, ils ont tous puisé dans le corpus philosophique méditatif et dans sa pratique. Voilà quelques raisons pour lesquelles je pense que c'est vraiment une perspective qui est essentielle aujourd'hui. Oui, c'est des raisons suffisantes. Mais tout l'enjeu, c'est d'arriver justement à démocratiser ça sans polariser la société, sans cliver le sujet. Et toi, pour permettre de rendre accessible la méditation et la pleine conscience de manière générale au grand public, tu utilises notamment l'art. En quoi est-ce que l'art a un rôle à jouer là-dedans ? Et la beauté même, si on veut le dire de manière plus globale. Je pense que l'art, comme la méditation, c'est des endroits de transformation expérientielle et sensible. Je pense que c'est en ça. Après, tu me demandais qu'est-ce que c'est la beauté. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est très fragile, qui est assez énigmatique. Et moi, c'est un sujet qui me questionne parce que c'est quand t'es arrivé, que t'as vu par la fenêtre, t'as dit ouais, c'est beau. Mais c'est l'univers, les fleurs, les nuages, ils pourraient pas être beaux. Et puis il se trouve qu'ils le sont. Puis moi, c'est quelque chose qui me fascine parce qu'en plus, on est outillé pour percevoir ça. Et cette rencontre-là, je la trouve très mystérieuse. Donc, pour moi, la beauté, c'est ça. Mais c'est avant tout, c'est une relation. C'est un phénomène relationnel parce que la beauté, c'est toujours le fruit de la rencontre entre un objet. Ça peut être un objet extérieur, tu vois, des fleurs ou une œuvre d'art. Ça peut être un objet intérieur, ça peut être une pensée, ça peut être une sensation. Mais c'est toujours la rencontre entre un objet et un état de l'être, une disposition de l'esprit. Et s'il n'y a pas cet état de l'être, s'il n'y a pas cette disposition de l'esprit, il n'y a pas d'expérience esthétique. Et cette disposition de l'esprit, elle se travaille, elle se muscle dans l'état de silence. C'est exactement ça. Exactement. Et cette disponibilité, elle est favorisée notamment par la pratique de la méditation. On ne peut pas créer l'expérience esthétique, mais il y a des conditions qui vont favoriser l'émergence de cette expérience. Et en tout cas, la beauté, c'est pas une chose en soi. Tu vois, si par exemple on regarde un objet, toi et moi, peut-être toi tu vas le trouver beau et moi pas, ou même le même objet, tu vois, d'un jour à l'autre. Moi j'ai cette expérience avec un endroit où je vais assez souvent, et en fonction de mon état mental, c'est beau ou pas. Et donc c'est pour ça que la beauté, elle appartient pas à l'objet, elle est relationnelle. C'est un état de présence au monde finalement. Ouais, je pense que c'est un état de présence, c'est une relation. Tu dis quand les mots manquent, il reste la poésie. Qu'est-ce que ça permet, la poésie, au milieu de tout ça ? Ouais, je crois que la poésie, c'est juste un moyen de transmission, puis que des fois les mots sont maladroits, les mots représentent jamais exactement ce qu'on a vécu, ils sont toujours un peu à côté. Et puis parfois une expression musicale ou juste une impression picturale. Comment est-ce qu'on peut inviter aujourd'hui, dans ces sociétés qui sont si stimulantes et qui nous poussent à tout le temps combler ce silence, à réhabiliter le vide ?
Parce que l'enseigner, tel que tu le fais, ça, c'est une des clés, passer par l'éducation. Mais comment on généralise cette urgence au final ? Cette qualité d'être, je pense qu'on peut la cultiver principalement par la culture de la présence. En fait, la présence, c'est quoi ? C'est de l'écoute avant tout. Et d'ailleurs, la méditation, une des façons les plus simples de la définir, c'est que c'est un art de l'écoute. De l'écoute du sensible, de l'écoute du corps, de l'écoute de l'autre, de l'écoute de l'environnement. Et en ça, est-ce que tu vois un lien entre la beauté et la méditation ? Il y a un historien de l'art qui s'appelle Ken Robinson et qui parle de l'esthétique et qui nous dit que l'esthétique en grec ancien, c'est la faculté de percevoir et de ressentir par les sens. Et qu'avoir une expérience esthétique, c'est avoir les sens en éveil, c'est être pleinement en contact, pleinement en lien. Et en fait, c'est ce qu'on cherche quand on va voir des expositions, quand on va se balader en forêt ou en montagne. Ce qu'on cherche, c'est à renouer avec ce sentiment de se sentir éveillé, de se sentir vivant. Et l'inverse de l'esthétique, l'inesthétique, c'est quand les sens sont éteints. Quand on est coupé, quand on est mort face à ce qui nous arrive. Et il y a d'autres mots qui viennent en résonance, c'est que l'esthésie, c'est l'éveil du corps, de l'esprit, de l'âme, on pourrait dire, et l'anesthésie, c'est son contraire. Et la pratique de la méditation, elle invite à sortir de cette anesthésie, à développer ses sens, sa préhension, à la fois sensible, sensorielle, intellectuelle. Et donc, je crois que ne pas s'anesthésier, et ça recoupe un peu une question que tu posais tout à l'heure, ne pas s'anesthésier, c'est un vrai enjeu de notre époque, je pense. Et pour ne pas s'anesthésier, il y a quand même cette idée de faire de la place, de faire silence et de reconnaître tout ce qui est vivant en soi. En même temps, si on laisse aucune place, effectivement, on est dans une ère du temps où il y a cette tendance à tout combler, à tout remplir. Et la méditation, elle invite au contraire à réouvrir l'espace et à voir que assez naturellement, en réouvrant cet espace, il y a du sensible. Mais au final, ça demande quand même un certain courage et une force intérieure pour oser prendre ce recul-là. Ouais, je sais pas si ça demande sûrement un certain courage, c'est une façon de le voir, mais je pense qu'aussi qu'il y a des endroits de telle fatigue qu'il y a un moment, je crois qu'on n'a plus le choix. Tu vois, je crois qu'il y a tellement justement cette question de la santé mentale qui se pose que de revenir à des temps de silence, de revenir à des temps de sensible, c'est vital, en fait. Petit à petit, c'est vital en fait. C'est pas un choix, c'est pas une histoire de courage. Je crois qu'à certains endroits, c'est vraiment une histoire de survie. On arrive aux questions de la fin de cette interview, Swazik. Est-ce que tu te sens à ta place, toi, aujourd'hui ? Alors, c'est une question qui me gratte un peu, l'histoire de la place, parce que, en fait, déjà, je pense qu'il y a tout le monde se pose pas cette question. Il y a des gens qui n'ont pas le loisir de se poser cette question. Il faut survivre, il faut manger. Ça, c'est être à sa place, tu vois, pour beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai tendance à me poser cette question de la place un peu à l'excès. Et ce que je regarde, c'est que ça peut être une obsession aussi, cette question, que je trouve qu'elle est assez rattachée à est-ce que j'ai assez, est-ce que je fais assez. Et historiquement, on est quand même dans une ère où on ne s'est jamais autant préoccupé de cette question de la place et de l'épanouissement personnel. Et c'est pour ça, pour moi, c'est pas facile de te répondre. D'un côté, si être à ma place, c'est me sentir aligné avec mes valeurs, avec mes aspirations profondes, ouais, je crois que oui. En tous les cas, je tourne autour, je suis plus ou moins proche, je m'éloigne, il y a des errances. C'est toujours sur un fil, mais je crois que je suis dans le coin, tu vois. Mais après, d'un autre point de vue, moi, ce que j'observe et ce que la pratique méditative ne cesse de me faire observer, c'est que la question de la place, c'est toujours un endroit de frustration, c'est toujours un endroit d'insatisfaction. Tu sais, dans le bouddhisme, on parle de la grande soif. Et c'est toujours un endroit de manque, de trop ou de pas assez. Et la pratique, elle est intraitable là-dessus. Elle révèle ça, le corpus philosophique, il parle directement de ça, de cette insatisfaction chronique que rien peut assouvir, que rien peut combler. Et en plus, je pense que il y a un côté un peu de culture, la culture dans laquelle on vit, qui excite vraiment les côtés un peu borderline, tu vois. C'est très excité par cette culture avec la primauté de l'avoir sur l'être. Et moi, personnellement, c'est vraiment un truc, je dois faire attention
Quand je me pose trop la question de la place, généralement, c'est pas super bon signe. Je dois faire attention à pas reproduire certaines logiques consuméristes dans mes propres engagements, dans mes propres positionnements. Tu sais, c'est ce truc de vouloir être quelqu'un, de changer le monde, cette intention, ça peut être très beau. Puis en même temps, ça peut être une fuite en avant, ça peut être une espèce de distraction face au vide existentiel. Tu sais, il peut y avoir facilement des logiques, des boucles de culpabilité. Mais la pratique, elle me ramène toujours à cet endroit-là. Et je pense que la méditation, elle m'aide vraiment à réguler ça. Puis ce qui est drôle, c'est que tu vois, aujourd'hui, on peut même devenir quelqu'un avec la méditation. Tu sais, les enjeux de performance, ils se greffent partout. Donc, être à sa place, oui. Prendre sa place, oui. Mais j'essaie de faire attention. C'est vraiment des endroits de santé mentale, tu vois, où j'essaie vraiment de faire attention. Puis je crois que dans le fond, le problème, c'est pas vraiment d'être à sa place. On est toujours à la bonne place pour prendre soin de ce qui se présente, tu vois, que ça soit confortable, neutre, inconfortable. Il y a toujours c'est toujours l'endroit où on peut déployer son attention. Le problème, je crois que c'est pas trop la place, c'est plutôt l'insatisfaction chronique qui est en deçà de toujours vouloir plus et ouais, c'est plutôt la relation à la place, tu vois. Ouais, je pourrais te répondre comme ça en tout cas. Et en ça, c'est aussi beaucoup d'enseignements que tu tires du bouddhisme. Pour toi, le bouddhisme, c'est une philosophie de vie. Est-ce que c'est une religion aussi ? Alors pour moi, tu sais, j'emploie beaucoup le bouddhisme, le mot bouddhisme parce que je viens de là et pas parce que j'y ai passé 7 ans, puis c'est quelque chose que j'ai dans la peau. Mais en même temps, tu sais, j'essaye de renouveler mon regard là-dessus, mais tu sais, je suis vraiment pas encartée. Aujourd'hui, je suis pas bouddhiste. C'est juste que c'est un corpus philosophique que je connais bien. Ça peut, je crois que c'est plutôt un moyen de sensibilité, un moyen de présence, mais ça peut devenir un dogme. Et moi, pourquoi j'ai quitté aussi la tradition, c'est parce qu'à certains endroits, je voyais à quel point ça devenait dogmatique. Je pense que c'est ce qu'on en fait qui le définit comme étant un moyen de présence, un moyen de sensibilité, une philosophie, une religion, un dogme ou une secte. Elle ressemble à quoi ? Une journée de Soisic Michelot. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Ce qui est stable dans mes journées, et ce qui est assez, comment te dire, indiscutable, c'est que dans une journée, il y a toujours du retrait. Et ce retrait, il peut être méditatif, ça peut être une part de solitude, ça peut être de l'étude, ça peut être du temps de réflexivité. Mais ça, c'est incompressible, sinon j'étouffe très vite. Après, on peut facilement, quasiment journalièrement, m'en retrouver au fin fond d'un café, en train d'écrire, de lire, d'étudier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est présent quasiment. Le bruit ne te dérange pas pour ça ? Pour lire, non, pour le écrire ? bruit, en fait, c'est curieux. Tu sais, ce murmure, il m'aide, il me contient. Et puis, ce qui est quasiment journalier aussi, c'est que j'enseigne presque tous les jours dans des contextes complètement différents. Et puis le reste, c'est je surfe. J'essaye de prendre ce qui vient. C'est beaucoup, j'essaye de tenir mes engagements, c'est pas rien. J'ai des projets un peu dans tous les sens. C'est aussi beaucoup d'imprévus, beaucoup de téléphones, beaucoup de mails. Et puis je pars souvent en retraite, soit des retraites que je propose, soit des retraites que je fais pour moi-même. Et puis dans une journée, je suis aussi maman. Donc une journée, c'est aussi, dès que je peux, c'est passer du temps avec mon fiston, que je vois pas beaucoup parce qu'il fait des études spécialisées. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dès que je peux. Et puis, dans une journée, il y a mes proches. Et ça, c'est fondamental, quoi. Tous les jours ? Ouais, si c'est pas en présence, c'est au téléphone. Mais ouais, mes proches, c'est vraiment une dimension qui est très, très importante. Ouais. Qu'est-ce que le mot émerveillement t'inspire ? Alors, le mot émerveillement, d'abord, il m'inspire un truc un peu neuneux. Tu vois, d'émerveillement, et en réalité, l'émerveillement, pour moi, ce que ça m'inspire, c'est la santé un truc de santé fondamentale, de santé mentale et fondamentale, que tant qu'il y a de l'émerveillement, tout est encore possible. Mais en même temps, je pense que l'émerveillement, c'est quelque chose qui est fragile aussi, comme la beauté. Je pense que c'est une faculté qui peut vite se perdre. Et puis j'ai pensé à toi parce qu'il y a pas longtemps, j'étais à un domaine qui mêle art et jardin, et donc qui a une saison d'art contemporain.
Et la directrice de Chaumont-sur-Loire, à un moment, il y avait tous ces artistes contemporains qui étaient là, certains qui sont des grands noms, d'autres des noms plus discrets. Et à la fin, elle s'adressait aux artistes et elle leur a dit « Merci d'être des veilleurs, des réveilleurs, des éveilleurs et des émerveilleurs. » Waouh. Et j'ai trouvé ça joli. C'est magnifique. Toi, tu es quoi? Waouh. Tout. Ouais, je peux pas dire ça. La liberté, c'est quoi pour toi? La liberté, c'est un mot que j'aime pas, hein. Très honnêtement, c'est une notion avec laquelle je suis dans un rapport assez tendu. Moi, je crois pas à la liberté. Je crois pas qu'on est libre. Enfin, en tous les cas, moi, je considère pas que je suis libre. Je crois pas qu'il y ait une espèce de libre arbitre. Je pense plutôt qu'il y a des degrés de liberté. Mais si je te développe un peu ma pensée, puis c'est aussi vraiment le fruit de la pratique de la méditation. Par exemple, je suis pas libre de ce que je pense. Comme ça, a priori, oui. Mais en fait, si je regarde bien, ma pensée, elle est conditionnée. Elle est conditionnée par ma culture, elle est conditionnée par ce que j'ai mangé, elle est conditionnée par est-ce que j'ai passé une bonne ou une mauvaise nuit, est-ce que j'ai eu une bonne nouvelle avant de te parler ou une mauvaise nouvelle. Tout ça, ça va conditionner ma pensée, évidemment mon éducation. Mais c'est pareil, mes choix, c'est comme ça je peux dire, je fais des choix libres. Mais non, si j'étais née ailleurs, si j'avais d'autres parents, d'autres amis, si j'avais un autre environnement, d'autres traumas, un autre genre, je serais pas la même, je ferais pas les mêmes choix, je penserais pas de la même façon. Donc moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un immense déterminisme. Mais souvent, le déterminisme, c'est vu comme quelque chose qui est pas très beau, qui est pas très poétique. Moi, je trouve ça très beau. On est la somme des autres. Je suis la somme des autres, de toutes celles et ceux qui m'ont constitué, visible, invisible. Je suis la somme de mon environnement. Je donne pas cher de qu'est-ce que c'est moi au milieu de tout ça. Et ce que je pense être moi, c'est de nature purement relationnelle. Et il y a ces mots de Renzo Piano, il dit ça très simplement, il dit « Vous n'existez pas, on n'existe pas. On est la somme de toutes les personnes qu'on a aimées, des livres qu'on a lus, des films qu'on a regardés, des voyages qu'on a faits, des amours qu'on a eus. » Et ouais, je trouve que ça rattache à une forme d'humilité profonde, quoi. À quel endroit, tu sais, qu'est-ce que c'est la liberté dans tout ça? Tu me donnes d'autres conditions et je serai pas la même. Tu me fais naître à Gaza, tu me fais naître en Israël, tu me fais naître au fin fond du Texas ou dans les montagnes. Je serai pas la même. Je penserai pas de la même façon. Je ferai pas les mêmes choix. Donc, tu vois, cette notion de liberté, pour moi, en tous les cas, il y a des degrés de liberté. Et puis, je peux le dire d'une autre façon, c'est que parfois, je me vois faire ou je me vois penser. Puis très, très souvent, j'aimerais faire autrement que comment je fais, ou j'aimerais penser autrement que comment je pense. Mais je peux que constater que je suis pas libre, que je vois mes conditionnements, je vois mes limitations. Donc, pour moi, la liberté, c'est un truc qui est passionnant à étudier. Et en même temps, c'est une notion assez contemporaine. Tu vois, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais la notion de liberté individuelle, c'est une notion qui grandit avec la mort de Dieu, en fait. Avec la mort de Dieu, la mort d'un ordre divin, de quelque chose qui serait plus grand que nous, qui naît avec la révolution scientifique, avec la naissance du capitalisme. Et je diabolise rien à cet endroit-là. Juste, j'observe mon expérience et moi, j'observe que je suis beaucoup moins libre que je prétends l'être. Après, mon degré de liberté, très clairement, j'essaye de l'utiliser au maximum. Moi, je dirais pour pas nuire. Et puis, c'est pas une mince affaire. On arrive à la question signature du podcast. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Je sais pas si je peux me permettre ça. En tout cas, moi, j'apprends pas vraiment par message ou par conseil, mais pour partager peut-être une phrase qui m'aide un peu. Il y a un auteur qui s'appelle Francis Scott Fitzgerald et il dit quelque chose comme ça. Il dit l'intelligence, et encore une fois, j'aime pas ce mot-là parce que je le trouve assez performatif. Tu sais, j'ai pas le même QI qu'un escargot, ou qu'une libellule ou qu'une biche, mais elles ont une autre forme d'intelligence. Du coup, je préfère le mot peut-être sagesse, mais il parle d'intelligence comme l'aptitude à garder en même temps à l'esprit deux choses contradictoires. On pourrait dire la sagesse, pour moi, ce serait de réussir à garder deux choses contradictoires, d'être capable de voir que les choses sont sans espoir
et de rester déterminé à les changer. C'est beau. On va terminer cet échange sur ces mots à méditer. Merci beaucoup Swazik pour tous tes partages, c'est passionnant. Vraiment, ouais, merci tellement à toi. profond. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.